Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Oxygène, le premier numéro de l'année. Pour ce premier numéro, on va s'intéresser à un fléau moderne. Ils sont partout, ils sont dans la nourriture, dans l'eau et dans les sols. Ce sont les pesticides. En France, il y a plus de 100 000 tonnes vendues chaque année comme pesticides. On a d'ailleurs le prix puisqu'on est le pays européen le plus consommateur, le 4e mondial, derrière les États-Unis, le Brésil et la Chine. Et on va voir comment on peut se prémunir des effets des pesticides, quelles conséquences ils ont sur la santé. Et pour cela, je suis entourée évidemment de Nicole Delépine, mais également de Michèle Rivasi. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous êtes député français au Parlement européen pour le groupe Les Verts Alliance Libre Européenne. Vous avez également été finaliste de la primaire Europe Écologie Les Verts en vue de la présidentielle de 2017. Soulignons aussi que vous êtes agrégé en sciences naturelles, que vous avez enseigné. Et par ailleurs, évidemment, on vous a beaucoup connu ces derniers mois pour être en pointe contre la réautorisation du glyphosate. C'était au Parlement européen. Et finalement, au lieu de 15 ans, il a été réautorisé uniquement pour 18 mois. On reviendra évidemment sur ce sujet. Également avec nous le professeur Gilles-Éric Serralini. Bonsoir monsieur. Bonsoir vous madame. êtes biologiste. Bonsoir monsieur. Professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen et vous avez été expert pendant 9 ans pour évaluer les incidences du maïs transgénique. Pas seulement du maïs, hein, toute la thérapie génique et les organismes génétiquement modifiés. Voilà, vous êtes le spécialiste des OGM. Et le lien avec les pesticides est total. Vous avez également produit plusieurs ouvrages, Tous cobayes, OGM, pesticides, produits chimiques. C'était en 2012 chez Flammarion. Et le dernier, le petit dernier, qui est de 2014, Plaisir, cuisiner ou poison justement, caché avec Jérôme Douzelet. C'était chez Actes Sud. Et puis Michèle Rivasi également. On a déjà parlé d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Marie-Odile Berthelat-Geffroy et Serge Rader, que l'on a reçu d'ailleurs tous les deux, Le Racket des laboratoires pharmaceutiques. Comment en sortir? Alors, pour commencer ce gros dossier, on peut penser à des noms que tout le monde connaît plus ou moins, dont le Roundup, évidemment, le Lasso, une substance, et le glyphosate dont on vient de parler, qui était donc une substance contenue dans le Roundup. Donc ça a secoué le Parlement européen, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Finalement, tout cela, on regroupe tous ces produits sous le nom de pesticides. Mais à quoi fait-on vraiment référence quand on parle de pesticides, professeur Serralini? Alors, il y a 3 grandes familles de pesticides. Et souvent, les gens ne le savent pas. Et ce sont les herbicides, d'abord. Le Roundup est le principal pesticide du monde et le premier des herbicides. Puis, il y a les insecticides qui tuent les insectes. Et les fongicides qui tuent les champignons microscopiques, quelquefois les gros aussi. Bien sûr, tous ces produits ont des effets collatéraux. Et il y a des raticides, des biocides en général, qui sont des plus petites catégories, mais néanmoins très toxiques, qui sont utilisés par exemple dans certains shampoings contre les poux. Heureusement, il y en a de plus en plus sans pesticides, demandez à votre pharmacien. Et puis, il y a les raticides qu'on met dans sa cuisine ou dans son garage si on a des rats et qui sont aussi, là les gens le savent, extrêmement toxiques. Alors, Michèle Rivasi, j'aurais une question. On parle donc souvent en tous les cas dans cette émission, c'est le terme qu'on va utiliser, le terme de pesticides, mais on entend aussi parler de produits phytosanitaires. Alors, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on a enrobé un peu le mot pour qu'il paraisse plus inoffensif? Oui, c'est tout à fait ça, c'est un élément de langage. Produits phytosanitaires, vous voyez, c'est moins problématique que pesticides. Parce que dans cide, il y a mort. Hein. Et donc, comme ça fait peur, mais maintenant, on parle de produits phytosanitaires. Sanitaires, comme si on a soigné. Vous voyez, donc, c'est un élément de langage. C'est comme entre décharge et poubelle ou centre d'enfouissement. Vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, on utilise des mots qui sont moins problématiques pour pas effrayer le public. C'est surtout un mensonge. Parce qu'un produit phytosanitaire, ça signifie soigner les plantes. Or, les principaux produits soi-disant phytosanitaires sont les herbicides qui sont faits pour tuer les plantes. Donc c'est en fait vouloir exprimer le contraire de la notion réelle scientifique. Donc c'est pas une notion scientifique, c'est une notion qui a été inventée par des lobbies publicitaires.
C'est la méthode Orwell, bien connue. Forcément. C'est quand même gravissime. Quoi. Si on entend parler de pesticides depuis une petite dizaine d'années, pour autant, ça fait très longtemps qu'on utilise des pesticides. Alors pas forcément sous la même forme qu'aujourd'hui, mais on utilisait du soufre, des sulfates de cuivre. Quelle est la différence finalement entre ceux qu'on utilisait il y a un siècle, par exemple, et ceux qu'on utilise aujourd'hui, Michel Rivasi? Ce qu'on utilisait avant, ça avait des effets, par exemple, sur certaines plantes ou sur certains insectes, etc. Maintenant, on utilise des substances actives qui ont des effets beaucoup plus importants. D'abord, ça tue beaucoup plus rapidement, et puis ça a des effets collatéraux. Et le problème du... Ce qui veut dire que ceux d'il y a un siècle n'avaient pas d'effets collatéraux? Ça avait moins d'effets collatéraux. Par exemple, la bouillie bordelaise, par exemple, vous parliez du soufre. Alors, bien sûr que si on en ingérait, c'était toxique, mais ça n'avait pas tous les effets que l'on trouve à l'heure actuelle. Et il faut quand même ramener ça aussi par rapport à d'où ça vient. Souvent, ces produits viennent des produits pour tuer les gens. Quand on pense à Bayer, Bayer avait fait un produit, je crois que c'est le produit orange, qui était là pour tuer les gens pendant la guerre. Donc en fait... Dans les camps de concentration. Oui. C'était le produit des camps de concentration pour les nazis. C'était des gaz destinés à être mortels, des gaz de combat. Donc vous voyez qu'on a changé l'utilisation de ces produits qui étaient pour tuer les gens, on s'est aperçu que ça tuait aussi les plantes, etc. Oui, pourquoi ? Et il y a eu une dérive pour tuer d'autres choses. Sauf que maintenant, il y a toute la problématique de ces produits, quelles sont leurs conséquences, qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'on n'y met pas que la substance active, il y a tous les coformulants qu'on met à côté et qui ont souvent des effets aussi toxiques que, soi-disant, la substance active. Donc après, je vous parlerai de ce que fait le Parlement, de ce que fait l'agence sanitaire, qui est notamment l'EFSA. Mais on essaie d'avoir une attitude réductionniste, c'est-à-dire qu'on prend qu'une seule molécule et on ne prend pas les coformulants, vous voyez, qui ont une action qui démultiplie l'action par rapport, par exemple, à cette oui, ça fait un cocktail, active. en fait, et c'est le cocktail plus qui est dangereux. Et après, on vous dit, ah, mais si on ne prend qu'un élément, c'est pas dangereux. Oui, mais si on met les deux, c'est démultiplié. Et puis, alors, c'est ce que propose, dans une étude qu'a fait Gilles-Éric Serralini, c'est de dire, est-ce que le glyphosate est bien la substance active? Alors moi, j'ai posé cette question à la commission. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le glyphosate qui est la substance active? Donc le glyphosate, qu'on précise bien, c'est celui qui est dans le Roundup. Hein, c'est la substance qui est dans le Roundup. Et si c'est la substance active, c'est-à-dire que si on l'isole, elle doit être herbicide. Et d'après l'étude que fait Gilles-Éric Serralini, mais il en parlera, il dit que c'est plutôt les coformulants qui sont beaucoup plus toxiques que, soi-disant, ce glyphosate. Mais il y a plus grave que ça. Vous voyez, moi, je suis législateur, je suis députée européenne. Donc, le glyphosate, on devait renouveler son autorisation. Bon, très bien. Donc, on dit, est-ce que ce glyphosate, maintenant qu'on a du recul, est toxique ou pas? Là-dessus, l'Organisation mondiale de la santé, notamment le CIRC, vous voyez, le Centre international de recherche sur le cancer, étudie plus de 1500 publications et dit, ah ben pour nous, le glyphosate, en fonction de toutes les publications, on estime que c'est probablement cancérigène. Et si c'est probablement cancérigène... Ça, c'est au début de la polémique, entre guillemets, tout à quand fait. c'est étudié au Parlement européen. Si vous voulez, où est-ce qu'on en est sur l'autorisation? Est-ce qu'on autorise le glyphosate pour 30 ans ou pas? Bon. Donc, on auditionne le Centre international pour la recherche sur le cancer et ils nous disent probablement cancérigène. Et si c'est probablement cancérigène, vous savez que la législation européenne est sur le principe de précaution. Et à partir du moment où c'est cancérigène, on doit le substituer. Donc on ne doit pas donner l'autorisation. Mais là-dessus, on a une agence européenne qui s'appelle l'EFSA qui dit « Ah ben non, non, nous on a fait plein d'études, on a eu d'ailleurs les études des industriels, dont Monsanto, et on estime que ce n'est pas cancérigène. » C'est un cancérigène improbable. Exactement. Et donc, vous voyez, ça, alors à ce moment-là, on ne le substitue pas. Donc on a dit, ok, ben donnez-nous les études. Et il y avait 72 études confidentielles. Donc, vous vous rendez compte où on était, tous les députés européens. On leur dit, attendez, vous donnez un avis, comme quoi c'est pas cancérigène, et vous ne voulez pas nous donner les études. Enfin, un avis scientifique, quand on est scientifique, il faut qu'on puisse
contrôler si tous les experts, si vous voulez, sont d'accord pour la même analyse. Et on nous soumet la confidentialité. Donc, moi j'interviens au niveau du Parlement européen et je dis, écoutez, moi en tant que scientifique, je ne peux pas accepter un avis si on n'a pas les données permettant d'affirmer ou de confirmer cet avis. Et là-dessus, on nous dit, ah mais c'est secret défense. Parce que ça a coûté tellement cher à Monsanto ou à d'autres pour faire ces études qu'il est hors de question de les publier. Ah ben nous, on dit pas du tout. Il y a une réglementation européenne qui dit que dans le cas du problème de sécurité sanitaire, il faut que les études soient transparentes. Vous voyez, ça va au-dessus du secret d'affaires. Mais on n'y arrive pas. Alors là-dessus, j'ai interpellé, alors il n'a pas du tout aimé, le directeur de l'EFSA, qui s'appelle M. Hurle, et je lui dis, voyez, M. Hurle, vous prenez une très forte responsabilité. D'abord sur la crédibilité de l'Europe, et notamment de la Commission européenne. Comment voulez-vous que les citoyens européens, s'ils sentent que vous donnez des avis pour dire que c'est post-cancérigène et que vous ne voulez pas publier les études, quelle crédibilité vous allez avoir? Et s'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont utilisé du Roundup, et que ces gens-là, vous leur dites « Ah, mais le glyphosate n'est pas dangereux », vous serez responsable de ces morts. Alors ça, il n'a pas aimé du tout. 15 jours après, il est dans mon bureau. Et dans mon bureau, il avait plusieurs assistants, il me dit « Écoutez, j'ai pas du tout aimé ce que vous avez dit, vous me faites porter la responsabilité des victimes des pesticides, je suis prête à vous fournir les données. » Très bien, je dis « Mais ça évolue. Je vous les envoie en CD-ROM, et ça sera soumis au copyright, c'est-à-dire au droit d'auteur. Donc ça veut dire que vous en êtes que le propriétaire, mais vous ne pouvez pas le diffuser. » Alors je lui ai dit, écoutez, vous me l'envoyez, et après on verra. Je l'ai reçu il y a 5 jours. Donc j'ai reçu un CD-ROM avec les 72 études confidentielles. Et j'ai dit, ah ben je vais les faire analyser, parce que moi l'histoire du copyright, vous voyez, pour c'est l'intérêt collectif. Alors bon, je l'ai fait analyser par certains experts qui me disent, mais il n'y a rien. Ils ont enlevé toutes les données importantes. Alors on a juste quelques tableaux, mais on n'a pas toutes les données, on n'a pas les schémas et on n'a pas les interprétations des données. Donc on ne peut rien en faire. Et donc j'ai encore saisi l'EFSA pour leur dire, écoutez, soit vous nous donnez tout, et à ce moment-là, vous voyez, je pourrais te le faire analyser d'ailleurs, ces études, soit à ce moment-là, on va saisir la Cour de justice européenne parce qu'on a une clause qui dit que en cas de sécurité sanitaire, on doit avoir accès aux données. Donc vous voyez dans quelle configuration on est. On est en train de jouer sur la santé publique, d'obéir à des lobbies qui ont un tel pouvoir. Parce que j'ai demandé quand même au directeur, mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Alors ils m'ont dit, j'ai peur des avocats de ces grosses sociétés qui nous attaquent en justice parce qu'on a divulgué les données. Mais j'ai dit, mais faites-le! Parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que vous jouez la transparence européenne. Et vous aurez l'appui de tous les députés européens. Mais en quelque sorte, on dirait qu'ils sont tétanisés, voyez, par le fait que les avocats vont pouvoir attaquer, mettre en procès. Il y a pire que ça. l'EFSA. C'est vrai qu'on a souvent du mal à imaginer le lobbying, mais je pense que... Non, ça masque un laxisme criminel. Parce que ça n'est pas un fait qui est propre au Roundup. C'est propre à tous les pesticides, tous les médicaments, tous les composés chimiques. Et ce qu'a expliqué très bien Michel Rivasi, c'est le lien historique avec la guerre. En fait, pendant les 2 guerres mondiales, mais même avant, et entre les 2 guerres mondiales, il y a eu un lobby de la chimie du pétrole et de la métallurgie qui a formé des gaz tueurs pour la guerre. De ces gaz, on a tiré par exemple le Zyklon B pour les camps de concentration, qui est devenu le premier insecticide en France. On a tiré par exemple le gaz le plus tueur qu'on connaisse sur Terre, qui est le gaz sarin, qui a été récemment utilisé en Syrie qui a fait plein de migrants en Europe. J'en ai vu au camp à côté de Dunkerque, et pour autant, c'était inventé comme un pesticide.
Le composé orange, qui a servi dans la guerre du Vietnam aussi, c'était un pesticide. Finalement, les grandes firmes se sont recyclées après les guerres pour réussir à vendre leurs produits. Et avec les mêmes directeurs, hein, ils étaient pendant quelque temps, ont été cachés, et puis ils ont repris, en 1950, ils ont repris leur place comme directeurs. Avec des gens nobelisables qui étaient nazis, par exemple. Absolument. Et ça, c'est de l'histoire connue. Ces produits, il fallait évidemment les diluer pour les utiliser pour les insectes ou pour les plantes. C'est gentil. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais dedans, ils ont caché et la composition et les effets sur la santé. Et tout le monde des pesticides ne tient que sur ces deux lacunes, que sur ces deux mensonges. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est évalué scientifiquement. Je peux vous dire qu'on est la seule équipe qui a fait des tests au monde sur un pesticide donné dans des conditions de dose environnementale et dans sa formulation totale. C'est-à-dire, c'est le Roundup, et on l'a donné aux doses où il est autorisé dans l'eau du robinet à des rats. On s'est rendu compte, et on donc a là, fait ce que vous êtes en train de dire, études. c'est qu'on peut retrouver des doses de Roundup dans l'eau du robinet. Bien sûr, et c'est autorisé jusqu'à un certain seuil qui est 0,1 microgramme par litre. Aujourd'hui, boit son petit verre de Roundup. Alors tout le monde, ça dépend de la zone agricole dans laquelle vous êtes, ça dépend de la saison, ça dépend des épandages qu'il y a eu. Mais oui, il peut y en avoir. Et ça dépend aussi de l'usine d'épuration des eaux, de la manière dont elle travaille. Donc, vous avez aujourd'hui ces produits qui se retrouvent dans le monde commun et qui se retrouvent à l'intérieur de nos organes, on en parlera. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que leur fabrication est secrète, ce qu'on peut comprendre, mais leur composition est secrète, donc ils ne disent à personne, sauf à quelques personnes qui sont dans les commissions d'experts, ce qu'il y a réellement dans la composition, mais nous on s'est même rendu compte que ce n'était pas exactement ce qu'ils disaient. Et puis, les effets sur la santé, c'est-à-dire les analyses de sang des animaux, qui sont au fond les seuls indices qui peuvent nous permettre de savoir si ça donne des maladies ou pas, sont aussi secrètes et confidentielles. Et Michel Rivasi nous parlait de ce qu'elle a fait à juste titre. Le commissaire européen à la santé a aussi demandé à ce qu'on appelle la Glyphosate Task Force, qui est un ensemble de compagnies qui vendent du Roundup ou des dérivés apparentés, eh bien, de donner les éléments. Et ils ne l'ont pas fait, ils ont tout simplement dit non au commissaire européen à la santé. C'est-à-dire qu'ils bafouent en permanence et la science, et la médecine, et le public. Et pour autant, ça tient l'agriculture intensive grâce à des subventions publiques. C'est-à-dire que tout ça est largement subventionné. Un nouveau pesticide, c'est déduit, la recherche est quasiment déduite des impôts par le crédit d'impôt recherche. Nous avons donc un monde qui a probablement plus tué par les effets collatéraux que les deux guerres mondiales, c'est ce que je montrerai dans un prochain livre, étant donné le nombre de morts et de malades qu'on a cumulé aujourd'hui depuis les années 50 à cause de ce type de produit qui, ne l'oublions pas, est fait pour tuer, et qui pour autant, quand il veut autoriser un pesticide, ne donne ni la composition, ni les analyses de sang. Parce que c'est un secret d'entreprise qui devient un secret défense parce que les États l'acceptent ainsi. Et les ministères de l'agriculture de tous les États du monde. Donc aujourd'hui, nous devons absolument changer d'époque. Et je crois que c'est important de le savoir à toutes les élections politiques. C'est-à-dire, nous devons changer d'air pour demander, pour exiger la transparence. Nous avons découvert, et c'est aujourd'hui publié dans les plus grandes revues, qu'il y avait à l'intérieur du Roundup des composés 1000 fois plus toxiques que le glyphosate, qui sont des dérivés de fonds de cuve de pétrole, avec énormément de métaux lourds, énormément de produits toxiques brûlés, qui sont des résidus de distillation du pétrole, et que ces produits sont eux-mêmes herbicides et sont eux-mêmes extrêmement toxiques, non seulement sur les cellules humaines, mais aussi, on le sait, sur les animaux. Et on sait que nous en avons dans notre corps. Ils vendent ces produits, ils les sous-traitent, ce sont en fait des déchets de pétrole, aux compagnies de lessive non biodégradables, aux compagnies qui font les eaux d'extraction des gaz de schiste, et c'est ça leur fameux secret,
et aux compagnies de pesticides. Et d'ailleurs, Bayer a dû construire une usine de raffinerie de pétrole au centre de son usine de pesticides en Allemagne. Ce sont des gens qui vivent d'argent public, puisque quand Bayer rachète Monsanto, c'est l'État allemand qui est à ses côtés pour permettre d'assurer par des fonds bancaires nationaux les crédits qu'ils font pour racheter les 59 milliards, parce qu'ils ne les ont pas. Et donc, ils nous devraient normalement, à nous citoyens, à nous scientifiques, la transparence sur ce qu'ils font. Et je pense que c'est là que s'établit le premier crime et que beaucoup de politiques en ont été complices en se désintéressant du fait ou tout simplement en le soutenant. Et alors, à défaut de cette transparence visiblement à laquelle on n'a pas droit, quels sont les arguments qu'ils mettent en avant pour en gros, justifier le besoin que nous aurions en pesticides? Parce que pour le glyphosate, par exemple, la crise agricole a été largement invoquée en expliquant qu'on ne pouvait pas retirer un pesticide de la main des agriculteurs, ce qui les plongerait dans une crise encore plus grave. Mais donc voilà, on continue de les empoisonner. Un bel exemple de désinformation, avec la complicité de beaucoup de monde quand même. Hein. Oui. Parce que moi j'étais très surprise quand on a dit bon, le glyphosate est cancérigène, mais on a vu qui? On a vu les gros syndicats agricoles, vous voyez, qui sont là pour la promotion de l'agriculture intensive, dire mais si jamais vous supprimez le Roundup, mais on ne pourra plus produire. Donc vous serez responsable presque de la famine, comme si on ne pouvait pas produire sans le glyphosate, sans le Roundup. Et c'est là où vous voyez qu'il y a quand même des connivences entre le monde politique, les syndicats pour l'agriculture intensive, et ce qui fait qu'après, que ce soit le commissaire sur la santé ou la Commission européenne, vous voyez, qui défend quand même un type de production, d'agriculture très productiviste, ben, nous dit mais on n'a pas le choix. Et nous, comme on défend une agriculture respectueuse de l'environnement ou une agriculture bio, eh bien, on nous dit « Ah oui, mais ça, c'est une niche ». Donc, moi, une niche qui devient de moins en moins une niche, d'ailleurs. Oui, qui se développe parce que les gens, maintenant, commencent à ouvrir les yeux. Et surtout, lorsqu'ils voient l'épidémie de cancer qui touche les agriculteurs. S'il n'y avait que le cancer, il y a beaucoup de maladies chroniques. Je voudrais quand même rajouter à ce que Michel disait, parce que je crois qu'il faut que les spectateurs fassent le lien. Ce secret, il est le même dans les essais thérapeutiques pour les médicaments qu'on donne aux humains. Ce sont les mêmes compagnies. Ce sont les mêmes compagnies. On a parfaitement le droit, entre guillemets, ils ont parfaitement le droit pour l'instant, et aucune législation n'a encore, malgré la demande de tant de scientifiques et des patients, quasiment, ils ont le droit de ne pas publier les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques appartiennent à la firme. Et avant ça, les essais sur les rats qui permettent d'aller aux essais thérapeutiques. Tout leur appartient et ils montrent ce qu'ils ont envie. Et pour les OGM, c'est pareil. Donc on pourrait imaginer, par exemple... Si on fait 20 essais, par exemple, pour mettre une molécule, ils publient les 5 qui leur conviennent. Et statistiquement, sur 20, vous allez bien avoir 2-3 qui vont convenir. Statistiquement, on tombe dessus. On aimerait travailler... Et puis, c'est là, il dit ça marche. Et après, on a le scandale du viol, ça va être 30 000 morts. Bien sûr. On n'en parle pas beaucoup du viol, on parle du médiateur avec 1000, mais le viol... On aimerait travailler avec les associations de malades pour qu'elles se rendent compte qu'avant les essais thérapeutiques, il y a des essais sur des rats. Et que là, on voit déjà tous les effets secondaires si ces données ne sont plus confidentielles. Et on en a vu beaucoup, mais elles sont masquées par des trucs. Finalement, quel serait l'intérêt de faire un essai sur des rats si c'est pas pour en tirer les conclusions avant de le faire sur les êtres humains? Ils tirent de conclusion qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pour ça qu'ils ont des autorisations pour aller aux essais thérapeutiques. Mais en fait, ils le masquent. En fait, c'est un passage obligatoire, mais ils ne gardent pas les résultats. On l'a vu sur l'essai de Rennes. Regardez sur l'essai de Rennes. Lorsqu'il y a eu un mort et 4 personnes qui avaient des problèmes neurologiques sur cette molécule qu'on voulait tester, on a demandé les études précliniques. Les études précliniques, c'est celles qui sont faites sur les animaux. Donc il y avait des rats, il y avait des chiens, il y avait des singes. Tout à fait. Et on nous a dit confidentiel défense. Ça appartient au laboratoire. Ce qui est anormal. Ce qui est complètement anormal, puisque là, il y avait un problème de sécurité sanitaire. On a fini par les obtenir, parce qu'il y a eu une enquête judiciaire. Quand on l'a obtenu, on a vu qu'il y avait énormément de rats, mais de chiens et de singes qui étaient morts, qui avaient eu des problèmes neurologiques. Et quand on a vu ça, on a dit, mais comment on a pu donner l'autorisation de faire ces essais sur des humains alors qu'il y avait toute une problématique sur les animaux. Donc vous voyez qu'il y a ce secret confidentiel. Et nous, attends, juste je finis. Et on a fait une directive européenne sur le secret d'affaires. Donc maintenant, c'est acté. C'est-à-dire qu'un industriel, sous couvert de secret d'affaires,
pourra attaquer en justice et demander énormément d'argent pour des lanceurs d'alerte, pour des gens qui vont essayer de sortir les informations, parce qu'il y a une protection. Et c'est ça qui est terrible. On est soi-disant dans une société d'information. Tout le monde parle de transparence et vous voyez que l'opacité s'organise. Mais elle s'organise de façon très dure. Quand tu as un lanceur d'alerte, que la personne est attaquée d'un point de vue de justice, il perd son boulot, il a des procès, etc., il est complètement ruiné. Eh bien, on va dans une société comme ça avec la complicité des gens qui ne comprennent pas quand on demande, par exemple, dans un produit comme le Roundup, donnez-nous tous les coformulants, donnez-nous toutes les molécules. Il est anormal que dans ces commissions qui dépendent de l'État ou de l'Union européenne, ces gens-là se réfugient en disant non, non, nous, on ne veut pas être attaqués, donc on ne fournit pas les infos. Ça vient d'un problème de la guerre et d'après-guerre, où on a dit on n'a plus assez d'argent pour tester les produits mis en place par les compagnies pharmaceutiques. C'est normal. Les intérêts sont privatisés, donc il faut que ce soit elles qui fassent les tests. Du coup, elles ont dit ça nous appartient. Et on arrive à cette deuxième absurdité, c'est seules les compagnies font les tests sur la santé de leurs produits. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, aucune agence sanitaire au monde ne fait des tests par elle-même sur la mise sur le marché de ces produits ou sur les animaux à long terme. Et d'ailleurs, ça n'existe pas. Nous nous sommes rendus compte que, par exemple, il y avait bien des tests sur le glyphosate à long terme, de 2 ans, mais aucun test sur le Roundup. C'est pour ça qu'on a dû les faire, nous, en tant que laboratoire public d'université. Et cela, c'est dû à cette confidentialité. C'est une confidentialité qui est en fait tueuse, qui est beaucoup plus importante pour la santé publique que la confidentialité sur les comptes de tel ou tel ministre qui aurait eu des accointances avec l'industrie. Bien sûr, c'est important de savoir qui a été payé ou qui a des conflits d'intérêts, mais ça n'a pas autant d'impact sur la santé publique que cette absence de confidentialité-là, qui est absolument cruciale. Alors on avait déjà rappelé la loi ici, la loi Bertrand, Xavier Bertrand de 2011, suite à l'affaire du Mediator, ils se sont dit quand même il faut faire quelque chose. Les fameux décrets ont été écrits finalement qu'en 2013, c'est-à-dire 2 ans après, sous la dictée, semble-t-il, quand même beaucoup des laboratoires pharmaceutiques. Et justement, cette loi anti-cadeau, anti-ce que tu voulais, anti-corruption, c'était si tu es invité pour 30 € par un labo, tu dois le déclarer. Mais alors, le contrat à 500 000 €, tu as signé pendant le déjeuner, c'est toujours secret d'affaires. Et on en est là quand même, on en est là, on en parle déjà. Alors il y a eu un petit papier, il y a eu une petite amélioration, soi-disant, sur un décret le 30 décembre 2016, là, récemment. Mais quand on on a un petit peu de mal à l'avoir, d'abord, le texte, et puis apparemment, il est quand même très, j'en bien les fait côté, il ne change pas grand-chose. C'est gravissime. C'est très grave, mais c'est quand même secondaire par rapport à la confidentialité sur les effets sanitaires. Ça veut dire qu'ils ont le droit de rien raconter. Oui, mais en fait, on sait ce qu'il raconte si on relève la confidentialité. C'est-à-dire qu'il raconte que, par exemple, le glyphosate n'est pas cancérogène, et c'est peut-être vrai, mais on sait pourquoi. C'est parce que le glyphosate est un pseudo-produit. C'est-à-dire que c'est le Roundup qui est cancérogène. Ouais. Et à cause des produits à base de pétrole extrêmement corrosifs dont on connaît la cancérogénicité. Et on a compris finalement ce qui s'était passé entre le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, et l'EFSA. L'EFSA n'est en charge que d'évaluer le glyphosate. Et surtout, elle ne veut pas évaluer ce qui est à côté. Mais si vous lisez ses attendus dans le détail, elle dit, mais peut-être ça vient des formulants qu'elle appelle mensongèrement des adjuvants, parce qu'ils ne sont pas là pour aider, ils sont là pour remplacer, ils sont 1000 fois plus toxiques que le glyphosate. Et par contre, le CIRC, lui, regarde les études épidémiologiques dans leur ensemble des produits qui sont effectivement des produits comme du Roundup qui sont utilisés dans la nature. Parce que personne n'utilise du glyphosate. Tous les agriculteurs sont évidemment pris en otage en leur disant c'est le glyphosate, c'est le glyphosate. Comme ça, on ne teste que le glyphosate. Et alors, ça donne quoi dans la pratique? C'est que les doses journalières admissibles que font soi-disant respecter les préfets sont complètement fausses. Oui. Plus personne ne peut en parler parce qu'elles ne sont pas établies avec les bons produits. C'est-à-dire que les compagnies établissent, même pour les néonicotinoïdes sur les abeilles, des doses
maximales à utiliser ou des doses admissibles résiduelles dans les aliments que par rapport à des tests sur une fausse substance, sur une substance déclarée comme active mais qui n'est pas la plus toxique dans le produit. C'est donc une vaste manipulation que nous avons finalement assez récemment mise à jour et qui tient sur la confidentialité mensongère de ces problèmes et qui donc est beaucoup plus grave que, à mon avis, n'importe quelle autre compromission qui évidemment va nous expliquer la compromission d'une ou deux personnes face à son laxisme pour évaluer les produits, mais de voir le laxisme qui a permis les autorisations de ces produits en direct, ça, c'est ce qui permettrait de renverser ce système à pesticides qui ne sert qu'une agriculture intensive pour nourrir les cochons, les vaches et les poulets aux hormones à travers le monde, hein, parce que la FAO nous indique bien que une agriculture, une agroécologie respectueuse de l'environnement est la seule manière de nourrir 12 milliards d'individus sur la planète, mais on n'ira pas à ça en une année. Alors j'aimerais juste qu'on revienne sur quelques points très précis. J'aimerais qu'on comprenne d'abord comment les pesticides peuvent pénétrer dans l'organisme. Parce que là on a compris avec les tests que vous aviez faits sur les rats que vous leur donniez à boire. Donc on a compris également qu'il y avait dans l'eau du robinet finalement. Mais j'imagine que les agriculteurs ne boivent pas les solvants qu'ils épandent et que par la nourriture, la porosité partout. de la peau, des vêtements. En tout cas, regardez, on a fait une étude sur les députés européens. On leur a prélevé, enfin, on a donné nos urines et on a fait une analyse de glyphosate. On en avait tous. Voilà. Bah oui. On en avait tous. Il faut savoir. Et alors, la différence, parce qu'on a essayé de voir qu'est-ce qu'on mangeait, parce que c'est souvent par l'alimentation quand même. Et la cantine du Parlement européen. Oui, mais enfin, on y est 3 jours par semaine et après on est chez nous. La différence, en fait, j'ai vu avec José Bové, parce que nous on mange quand même pas mal de bio, eh bien c'était la bière. Ce qui faisait la différence entre les hommes et les femmes, et souvent il y avait des gros buveurs de bière, eh bien, ils avaient un taux beaucoup plus important que les femmes. Il y a beaucoup de glyphosate dans les bières allemandes, par exemple. C'est assez incroyable. Il y a une étude donc, qui a été faite. c'est pour vous dire que, c'est la nourriture, qu'on en trouve donc dans notre corps, puisque, vous voyez, au niveau des urines, on en a trouvé partout, et que ça dépend un peu de notre mode de vie. Et même si on fait attention, ben, vous voyez, il y a des résidus de partout. Mais moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu dis. Alors, vous savez pourquoi dans la bière? Parce que sur toutes les céréales, on les tue avant de les récolter, de manière à ce qu'elles s'assèchent et que les machines à moissonner fonctionnent plus facilement. C'est toujours pour des trucs inutiles qui font fonctionner l'industrie de la chimie. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup dans la viande, dans le lait, dans le beurre, parce que les animaux mangent des OGM. Ces produits. Et donc là, ce sont des plantes qui ont été habituées pour recevoir pendant leur culture des pesticides et en particulier du Roundup pour 80% des organismes génétiquement modifiés. Donc voilà, on a des pratiques qui sont là pour aider. C'est le dernier fleuron de l'agriculture intensive et c'est tout. Oui, juste je voulais rajouter ce que tu disais, c'était quand même, moi ce qui me surprend, c'est ce côté réductionniste qu'a l'EFSA qui analyse que la substance active. Mais c'est pas d'elle, on lui a donné ça comme mission. Non mais je sais bien, la mission c'était, vous analysez la substance active dont le glyphosate. Mais il y avait quand même un alinéa qu'on est allé vérifier qui disait, mais vous pouvez quand même étudier quelques coformulants du produit. Quelques. Et qui est responsable du produit dans son entièreté? Ce sont les États-nations. Les ministres de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'à la limite, l'Europe dit le glyphosate n'est pas si dangereux que ça. Peut-être bien. Mais le Roundup qui est vendu en France, dans les grandes surfaces, dans les coopératives agricoles, etc., ça, c'est de la responsabilité des États membres. Alors, moi, j'ai demandé, alors ça, c'est l'ANSES, vous voyez, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement, et je leur ai dit, mais faites l'analyse. Alors, donc, eux nous disent aussi que les données sont confidentielles, mais on a été les voir, parce que j'ai été expert aussi pour ce type d'organisme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les tests sur le Roundup total, il y a des tests de 2-3 semaines sur quelques souris pour dire que ça brûle les yeux et la peau. Et il n'y a aucun test sanguin. Donc, aucun test à long terme sur le produit formulé. C'est pas une belle manipulation, ça? Je vous mets un faux produit, je l'analyse à long terme, et il n'y a que lui qui est analysé par l'agence européenne à long terme, et après, le ministre de l'Agriculture va regarder
en fait, ou ces commissions, ou les agences qu'ils ont mises en place, va regarder seulement l'aspect corrosif du système. Et évidemment, on dit oui, il faut porter un masque et des gants. Et donc, personne n'a jamais, vous vous rendez compte, mesdames, personne n'a jamais testé un pesticide à long terme tel qu'il est donné aux agriculteurs ou aux jardiniers. Sauf l'étude que nous avons faite sur le Roundup, mais de manière plus indépendante et avec de petits moyens universitaires et du crowdfunding, parce qu'on avait besoin du soutien du public pour avoir assez d'argent. Donc, c'est vraiment une honte, c'est-à-dire qu'on parle... C'est une volonté, enfin, c'est une volonté claire. Tous les militants qui parlent des effets... C'est une volonté politique, je crois. Des effets qui ne sont rien des pesticides, qui sous-estiment la toxicité des pesticides, ne se basent sur rien de scientifique. Et il faut qu'au XXIe siècle, on le comprenne. Alors justement, on a parlé beaucoup du côté cancérogène, donc de ces produits, mais est-ce que, je suppose que mis à part le cancer, il y a d'autres implications directes. Il y a plein. Les maladies hormonales. La fertilité, la baisse de la fertilité bien sûr, vous avez raison. Il y a 25% de et chez la femme, avec maintenant. Les ovaires polykystiques. Avant, c'était 10%, il y a 15-20 ans. Maintenant, on est à moins 70% pour le nombre de spermatozoïdes en qualité et en quantité en moins. Donc des gros problèmes de fertilité. Oui. Des problèmes de fertilité qui montrent en fait, si vous voulez, les tasses de porcelaine de nos cellules. En fait, les spermatozoïdes en formation sont les plus fragiles parce qu'elles se reproduisent sur les cellules qui se reproduisent le plus rapidement. Et donc, c'est des indicateurs environnementaux. Alors, on ne dit pas aux gens de mettre les testicules à leur fenêtre, mais dans l'ensemble, comme indicateur environnemental, pour dire le système est pollué, mais dans l'ensemble de la biodiversité du vivant, une réduction de la fertilité est vue et les pesticides y contribuent beaucoup. On le sait très bien sur les batraciens, les oiseaux, les poissons, et on le découvre chez beaucoup de mammifères. Alors, il y a cela, mais il y a aussi toutes les maladies hormonales. On peut donner le diabète avec des pesticides. Je ne dis pas que tous les diabètes viennent des pesticides, mais on peut faire ça sur des rats. Les maladies nerveuses chroniques. En fait, on s'est rendu compte... La fréquence Parkinson Alzheimer. Et d'Alzheimer. On a l'air de dire que ça fait tout. Mais en fait, on s'est rendu compte pourquoi. C'est limité quand même. C'est parce que ces produits à base de pétrole interviennent comme des spams dans nos cellules. Et les cellules s'affolent, elles ne savent plus communiquer entre elles. Et donc, toutes les maladies chroniques peuvent en découler, comme les maladies nerveuses, les maladies hormonales, les malformations congénitales et, bien sûr, les maladies immunitaires et les cancers. Oui, et puis je voulais rajouter qu'il y a des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Et il y a des pesticides qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Mais alors, si vous avez pesticides et perturbateurs, et notamment... Oui, mais ça, Michel, on le dit sur les matières actives. Mais quand on les prend dans leur globalité, ils sont tous à la fois perturbateurs endocriniens et nerveux, parce qu'ils impactent sur les relations entre les cellules. Et donc là, vous avez donc après tout le panel. Hein, on a dit obésité, diabète, cancer hormonodépendant, problème de métabolisme et problème du quotient intellectuel. Moi, j'ai vu la dernière étude. Chez les petits gamins. Formation du système nerveux. Les gamins de 4 à 6 ans. Que il y a des là, tests, nos gamins, ils vont avoir un quotient intellectuel plus faible, vous voyez, parce qu'on montrait que ça avait une répercussion sur le développement du système nerveux. Des problèmes d'attention aussi. Quand tu parlais de criminels, il y a un crime de l'humanité, là, qui est lié, à la complicité entre les lobbies et les politiques, et les syndicats, vous voyez, qui sont sur un modèle productiviste qui les arrange. S'il y a des morts, il est très difficile d'établir une relation de causalité, en disant, mais il n'y a pas marqué, voyez, pesticides, bien qu'il y ait quelques procès maintenant qui sont gagnés par rapport à des agriculteurs qui ont été soumis à l'utilisation de pesticides intensifs, mais il y a tous les cobayes que nous, on représente. Parce que quand vous êtes consommateur, vous voyez, quand on leur dit, mangez, par exemple, moi je vois des jeunes femmes, je leur dis, écoutez, si vous faites des enfants, ou si vous êtes une femme allaitante, mais mangez du bio, faites attention qu'il n'y ait pas de pesticides. Regardez comment on fait courir des risques. Moi, il y a quelque chose qui me choque énormément. C'est, par exemple, près de Bègle, vous voyez, dans le Bordelais, où vous avez une école qui est construite dans un champ de vignes. Normalement, on avait dit... Le vin est un des produits les plus pollués par les pesticides. Et même là, lorsque ils mettent le produit sur les vignes... On avait essayé les pandas, j'ai eu une belle pétition, mais je ne sais pas, ça ne servit à rien. Alors, ça a servi qu'il y a une mobilisation des parents qui ont demandé... Vous voyez, à ne pas mettre des pesticides à côté de l'école. Mais ça a été une bagarre.
Et on a un ministère de l'Agriculture qui nous parle d'agroécologie, donc on est d'accord sur l'agroécologie. Mais après, concrètement, il n'y a aucune mesure qui est prise sur des périmètres de sécurité. Et puis, il faudrait complètement limiter. Expliquer aux parents aussi, dans les jardins, et les gamins qui se promènent, qui rampent par terre dans les... Avec le chef cuisinier. Les chiens aussi, avec Bien sûr, ils touchent les colliers les chiens. de pesticides. Enfin, je veux dire, il y a des tas de précautions quand même à donner aux parents. Avec le chef cuisinier avec lequel j'ai écrit le livre, on a fait goûter le goût des pesticides aux vignerons et aux cuisiniers, en leur faisant comparer un vin bio et un vin non bio, et ensuite en leur servant la même quantité de pesticides qu'il y avait dans le vin non bio dans de l'eau, parce qu'on n'en trouvait pas dans le vin bio. Et c'est incroyable qu'ils arrivent à le détecter à des doses qui sont celles qu'il y a dans un verre de vin non bio que tout le monde a bu, ou presque tout le monde. Et donc, on est vraiment dans un monde où on prend les gens pour des idiots, mais en les abêtissant en plus, avec des produits qui sont effectivement des inhibiteurs nerveux. Alors Michel Rivasi, on va rester dans le positif là. On a compris qu'il fallait privilégier finalement l'agriculture biologique, mais est-ce qu'on est sûr d'éviter tout pesticide en mangeant bio? On n'est pas sûr à 100%. Parce qu'il peut y avoir une contamination due à l'agriculture intensive qui est à côté, par exemple, de champs en bio. D'où l'idée de faire des périmètres. Mais l'idée quand même, à moyen terme et à long terme, c'est que tout le monde soit bio. Et que, vous voyez, l'agriculture qui utilise les pesticides, ça soit à côté, une niche. Or, c'est l'inverse. Et là, en ce moment, il y a une législation sur l'agriculture biologique. Et il y a une bagarre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Entre des pays qui disent, par exemple, l'agriculture biologique, on veut que ça soit en serre. On veut que ça soit hors sol. Pour nous, l'agriculture biologique, c'est lié au sol, à la terre. Bon. Après, il y a toute une polémique qui est très, d'ailleurs, liée aux anglo-saxons et notamment aux Canadiens et aux États-Unis. Parce qu'ils acceptent des résidus, vous voyez, de pesticides. Alors que pour nous, alors surtout, toi, la France et les pays du Sud, on ne veut pas de résidus. Parce que si on commence à dire... Il y en aura un peu plus, un peu plus, un peu plus. Un seuil. D'abord, les perturbateurs endocriniens n'ont pas de seuil. Bon. Et si on commence à accepter un seuil, eh ben, ça veut dire qu'on accepte quelque part qu'il y ait une contamination avoisinante. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est protéger l'agriculture biologique en disant, si jamais on trouve des résidus, il faut faire une enquête pour savoir la traçabilité, c'est-à-dire d'où ça vient. Et si ça vient de l'agriculteur qui est à côté, ben c'est lui qui doit indemniser l'agriculteur bio, et pas l'inverse. Oui. Et donc, vous voyez, il y a une injustice qui est faite, et ce qu'on propose, nous, dans le programme, vous voyez, pour les présidentielles, mine de rien, c'est de dire qu'il faudrait que toutes les cantines bio, toutes les cantines scolaires, vous voyez, dans les collèges, les lycées, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. C'est formidable que ça se développe d'ailleurs. Il y a un plus bio, il y a les crèches écolo ou les écolo-crèches. C'est formidable que ça se développe. Les 3,50 € pour 3 repas dans les hôpitaux, ça m'étonnerait que ce soit... Oui, mais c'est tellement subventionné déjà. Mais c'est vrai, on va développer l'agriculture bio. Vous voyez, moi je suis issue de la Drôme. La Drôme est le premier département bio de France. Écoutez, il y a des agriculteurs bio de partout et ils en vivent bien. Parce qu'ils ne sont plus sur la même mentalité, c'est-à-dire ils font de l'agriculture bio, ils font de la transformation et ils s'organisent entre eux. Et vous voyez, ils évacuent la grande distribution et ils disent, ben, nous, on s'organise entre eux. Et donc, il y a des circuits courts. Et donc, il faut informer. Tout à l'heure, tu parlais d'information du consommateur. Moi, je dis au consommateur, vous voyez, quand vous achetez votre nourriture, ben, vous avez votre bulletin de vote et c'est vous qui, en plus, organisez l'agriculture de demain. Si vous allez dans ce type d'agriculture de circuit court, eh bien, vous favorisez l'agriculture bio. Si vous poussez, par exemple, votre école à faire du bio, votre mère à faire du bio dans les écoles, eh bien, ça va favoriser le développement de l'agriculture bio. Si vous allez dans les grandes surfaces en achetant une agriculture, vous ne savez même pas d'où ça vient, donc ça sera de l'intensif avec des pesticides à l'intérieur, eh bien, vous allez favoriser justement la grande distribution, les exploitations industrielles avec la ferme des 1000 vaches ou la ferme des je ne sais pas combien de cochons. Regardez ce qui se passe sur les œufs. Vous voyez, l'interdiction maintenant de l'élevage en cage. Eh bien, ça a été maintenant sous la poussée, la pression des consommateurs. Vous voyez que à chacun des niveaux, c'est ça que je veux dire. Moi, j'essaie de faire mon boulot législatif. On n'est pas assez d'écolos, vous voyez, ou de gens sensibilisés pour faire avancer. Enfin, ça avance un petit peu.
Mais le consommateur a un pouvoir incroyable. C'est ça que je veux leur dire. Vous choisissez, faites attention dans votre choix, quand vous allez acheter vos aliments, de choisir des circuits courts, de favoriser l'agriculture biologique, d'interpeller votre maire, votre conseiller général, votre conseiller régional, parce qu'il gère les collèges, les lycées, pour leur dire, on veut maintenant du bio. Et comme ça, on favorise l'installation des agriculteurs en bio. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Parce que si on ne fait rien et on attend, ce qui fait, si vous voulez, qui dirige le monde, c'est l'argent. Et donc, comme c'est l'argent, ça sera les grosses sociétés, ça sera la grande distribution, ça sera, vous voyez, ces agricultures industrielles et pas respectueuses de l'environnement. Or, notre santé, c'est notre premier bien. Et pour sauvegarder notre santé, il faut faire attention aux entrées. Les entrées, vous voyez, ça passe par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit, par l'alimentation. Il faut certainement beaucoup moins de subventions politiques à l'agriculture à pesticides, parce que, évidemment, même les agriculteurs à pesticides n'en mangent pas de leur propre production. On se rappelle de celui qui avait un verre de Roundup devant lui et qui disait « Oui, si je le bois, ça me ferait pas, mais ça me fera rien », mais qui n'a pas voulu le boire, évidemment. Oui, c'est vrai. C'était d'ailleurs un ancien écolo reconverti au lobbying. Ça existe, ça? Oui. Mais je voudrais donner une note d'espoir pour conclure. J'ai commencé mes études en n'étant pas bio du tout et en étant pro-biotechnologie. Et je pense encore du bien des biotechnologies pour faire certains médicaments, de l'insuline par exemple, ou pour découvrir le rôle des gènes. Il se trouve que si j'ai écrit un livre avec un chef avec un cuisinier qui est nature et bio, c'est parce qu'on a découvert que c'est bien de manger du bio, mais vous parliez des traces, des contaminations. Eh bien, l'organisme n'est pas tout nu devant cela. Il peut se défendre. Et nous avons découvert que certains arômes permettaient de nous détoxifier. Nous l'avons même publié sur des rats. Et le chef utilise quelques plantes aromatiques connues en médecine pour être détoxifiantes. Et il en met sur ses plats. C'est un peu l'antipoison, finalement. Oui, Jérôme Douzelet vient de Barjac, vous savez, où il y avait une cantine bio historique. Et les enfants ne font plus pipi de pesticides en une semaine. Quand ils étaient habitués à la nourriture, et ça a été montré au Danemark aussi. Il se trouve que avec des arômes naturels, les plantes ont inventé ça pour se détoxifier. Vous savez, il y a 200 millions d'années, il y avait des feux de forêt. Les plantes, elles ne se carapataient pas ailleurs, comme les vers de terre, les reptiles ou les oiseaux. Elles restaient sur place. Donc, elles ont inventé des produits qui leur permettent de mieux respirer, de se détoxifier. Et nous les utilisons quand nous prenons certaines plantes aromatiques. Mais il y a des manières d'optimiser ça. On a découvert en biologie moléculaire qu'il y avait des gènes éboueurs et qu'ils étaient stimulés par certains arômes et certaines mixtures d'arômes. Et donc, il est tout à fait possible aujourd'hui de se détoxifier. Donc, on a découvert des solutions individuelles. Et on a découvert des solutions sociales qui sont plus de transparence et moins de subventions au lobby de l'agriculture intensive qui rapportent simplement aux plus riches. Et donc, on peut changer les choses. Ce sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. On le sait. Et on va le faire, je pense, un jour ou l'autre. Mais entre deux, les lobbies essayent de nous masquer les yeux sur toutes ces choses. Et donc, je voudrais vous remercier de pouvoir dire sur le web au moins cette réalité-là. Donnez-nous un élixir alors, pour nous détoxifier. L'élixir, en tous les cas, vous pourrez le retrouver dans cet ouvrage. On va le lire alors. Plaisir cuisiné ou poison caché. On dit au revoir d'abord, Nicole. Non, je n'ai pas dit au revoir, j'ai dit on dit au revoir d'abord, peut-être. Non, on le montre. Mais on va le montrer. Ce sont des plantes très connues, le persil, la grande bardane, l'épine vinette, ce sont l'ail, ce sont des plantes qui sont utilisées dans toutes les médecines traditionnelles. On a fait le tour du monde de peuples anciens, de peuples racines, qui utilisent des plantes, eux, pour mieux digérer ou se détoxifier. Et on s'est rendu compte que chacun avait, dans son environnement proche, des plantes détoxifiantes dans l'écosystème qui sont généralement utilisées comme plantes aromatiques pour donner du goût et pour mieux digérer, mais qui ont aussi cette capacité de nous détoxifier. Simplement, il ne faut pas en prendre trop et tout le temps. Hein. C'est simplement pour... Faire des cures. C'est ça. C'est pas tellement l'idée de la cure. C'est l'idée de saliver, d'avoir du plaisir sur le plat, de sentir légèrement l'arôme tiède qui vous met en appétit. Ça stimule les sucs digestifs et les sucs hépatiques. Et dans ces sucs hépatiques, il y a des enzymes qui nous permettent de nous détoxifier. Donc c'est stimuler le corps à
au plaisir, plutôt que de le bourrer d'une tisane détoxifiante toute la journée qui va nous écœurer et nous servir à rien, parce qu'au fond, on va même développer des enzymes pour essayer d'éliminer les produits de la tisane tellement on en a. Donc en fait, c'est comme les hormones, c'est un petit peu d'estrogène, ça fait ovuler, beaucoup, ça empêche l'ovulation, c'est l'effet pilule, et bien là c'est pareil, les produits détoxifiants, c'est un petit peu pour le plaisir, et c'est finalement une très très bonne nouvelle. Absolument, mangez bien. C'est une petite avec note votre plaisir. Optimiste en attendant d'avoir la peau de Monsanto, alors. Il faut manger ce qui vous fait plaisir et pas être obnubilé par avec des herbes aromatiques fraîches. Voilà, avec des herbes aromatiques fraîches variées. Et vigilance quand même, et choix, moi je dirais. Pour dire que on peut avoir aussi son propre choix. Bien sûr. Et qu'on n'est pas obligé d'être assisté ou d'accepter des choses qui sont nocives pour notre santé. Comme disait un... Et en même temps, de savoir qu'il y a des petits élixirs là pour se détoxifier, c'est une très Et on bonne vous nouvelle. fait confiance pour que les subventions politiques n'aillent plus à la grosse industrie. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'on soit majoritaire. C'est ça. Donc, ça veut dire aussi que les gens, ils ont le pouvoir de choisir. C'est ça. Choisir, et comme disait un chef l'autre jour, j'ai entendu, je ne sais pas quelle émission, il disait finalement, qu'est-ce que c'est de bien manger? Alors sûrement bio quand même pas mal, mais en gros, si à la fin du repas, vous avez plein de vaisselle à laver, c'est bien. Si vous avez des barquettes achetées à la poubelle, c'est que vous avez mal mangé. Donc, je crois que c'est un assez bon significatif. Hein. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie beaucoup, Michel Rivasi. Merci, professeur Seralini. Et puis Nicole, comme d'habitude, merci. Mais merci à tous Et on les se retrouve dans un mois pour le prochain numéro d'Oxygène.